N'analyse pas trop, Rob, dit-elle. Ce n'est pas un moteur, tu sais. Fais ce que tu dois faire et avance. C'est un bon conseil, dis-je. Elle se leva pour partir. Tu sais, Rob, dit-elle, si jamais je décidais de changer de bord, tu serais l'homme vers qui je me tournerais. Tout le monde dans le groupe savait que Lisa préférait la compagnie féminine. Merci, Lisa, dis-je. Ça me touche beaucoup. Est-ce sincère? Et merci pour ton soutien. Elle sourit et m'embrassa sur la joue. Je t'en prie, dit-elle. J'espère qu'un jour nous pourrons retravailler ensemble. Moi aussi, dis-je. Je la regardai partir, puis m'allonger sur le lit. Je commence à être fatigué, dis-je. Elle comprit l'allusion et se leva pour partir. Je t'en prie, crois-moi quand je te dis que je t'aime, dit-elle en m'embrassant la joue. J'acquiesçai sans dire un mot. Elle quitta la chambre en essuyant ses yeux. Le lendemain, je fus transféré au service de rééducation de l'hôpital. Ma nouvelle chambre était bien plus spacieuse que celle de l'hôpital et mieux équipée. Pour commencer, le lit était plus grand et plus confortable. La chambre disposait d'un petit réfrigérateur et d'une immense télévision murale. L'établissement offrait également une excellente connexion Wi-Fi me permettant d'utiliser mon ordinateur portable. On m'imposa un régime strict et un programme d'exercice conçu pour restaurer ma condition physique. Quand je n'étais pas en séance d'entraînement, en promenade ou en consultation, j'étais sur mon ordinateur portable à faire des recherches sur Philippe Dumonti. Je pouvais comprendre pourquoi la liaison de Karen avec lui était considérée comme une menace potentielle pour la sécurité. Il semblait que Philippe était un véritable séducteur, ayant été à l'origine d'au moins 6 divorces ces 25 dernières années. L'une de ses conquêtes était une haute gradée de l'armée canadienne. Plusieurs articles sur Internet incluaient des photographies de Philippe entouré de 5 femmes simultanément, toutes désignées comme ses compagnes. Plusieurs photos montraient Karen portant des tenues que je ne lui avais jamais vues auparavant. Certains articles, d'ailleurs, la désignaient comme sa compagne américaine mariée. Elle semblait si vivante et heureuse sur ces photos, manifestement indifférente à l'opinion d'autrui. Comme on peut l'imaginer, certains commentaires sur ces articles n'étaient pas tendres envers elle. Un commentaire disait « Vous voulez dire, une Américaine mariée aux mœurs légères? Son mari est-il au courant ?» J'ai failli répondre mais j'ai décidé de m'abstenir. Quelques semaines après mon arrivée au centre de rééducation, je reçus un appel d'un ami, Kirk Ward, qui travaillait pour une entreprise à Cincinnati. L'entreprise avait longuement collaboré avec General Electric, concevant et construisant des moteurs pour l'aviation militaire et commerciale, et il m'a dit qu'il recherchait un ingénieur pour de nouveaux projets. Le seul inconvénient était que je devrais déménager à Cincinnati. Je détestais quitter Albany, mais je ne voyais pas d'avenir pour moi ici. Kirk a dit qu'il m'attendrait juste après le nouvel an si j'étais disponible. J'ai décidé d'accepter son offre. Bon sang, me suis-je dit. Je n'ai pas d'emploi ici et je n'ai certainement plus de mariage, donc rien ne me retient. Je n'ai pas beaucoup vu Karen ou Avril depuis mon arrivée, ce qui était positif de mon point de vue. Le médecin leur avait clairement fait comprendre que j'avais besoin d'être préservé du stress, et puisque les actions de Karen m'avaient conduit à l'hôpital, elles devaient garder leur distance. Je ne les avais vues que quelques fois jusqu'à présent et cela me convenait parfaitement. J'ai fait des recherches sur le droit du divorce et décidé d'aller de l'avant. Mais je voulais trouver un bon avocat pour protéger mes biens. J'ai parlé avec plusieurs avocats qui sont venus spécialement me voir au centre de rééducation et j'ai été impressionné par 2 d'entre eux. Je me suis renseigné sur eux et j'ai constaté qu'ils avaient tous 2 d'excellentes recommandations. Il ne me restait plus qu'à choisir lequel prendre. Fin septembre, Karen et Avril sont venus me rendre visite et m'ont dit que la famille d'Avril, et je suppose la famille élargie de Karen, viendrait en octobre pour célébrer l'action de grâce canadienne, 100 ans. Nous aimerions que tu viennes te joindre à nous, a dit Karen. Pourquoi faire, ai-je demandé. C'est votre famille, pas la mienne. Les garçons seront là aussi, a dit Karen. Je n'avais pas vu mes fils depuis un moment, alors j'ai dit que j'en parlerais au personnel pour voir si c'était possible. On peut venir te chercher si tu veux, a proposé Karen. J'ai secoué la tête. Non, je prendrai un taxi si je viens. Ce sera quand, ai-je demandé. Le 2e lundi d'octobre, a dit Karen. On aura de la dinde et de la farce et tout. Tu ne veux pas d'un bon repas de dinde? C'était tentant, mais j'avais une autre idée. Ça a l'air bien, ai-je dit.
On verra. Le dîner sera à 18h30, donc on t'attend, a-t-elle dit. Après leur départ, j'ai parlé avec le médecin responsable de ma rééducation et obtenu la permission d'y aller, à condition de rentrer le soir même. J'ai ensuite appelé l'avocat que j'avais choisi pour mon divorce et je lui en ai parlé. Vous voulez qu'elle soit convoquée à 18h30 le deuxième lundi d'octobre, a demandé Ron, mon avocat. Exactement, ai-je dit. On peut arranger ça, a-t-il dit. Par simple curiosité. Pourquoi cette date et cette heure précise? Je lui ai expliqué la raison, ce qui l'a fait ricaner. Une petite vengeance, n'est-ce pas? Demanda-t-il. Je comprends. Considérez que c'est fait. Je l'ai remercié et j'ai terminé l'appel. Le jour venu, j'ai pris un taxi et je me suis rendu à la maison. Je ne considérais plus la maison comme la mienne. De mon point de vue, c'était celle de Karen. J'ai sonné à la porte et une Karen perplexe m'a ouvert. « Pourquoi sonnes-tu » demanda-t-elle. « C'est toujours chez toi. » Je ne voulais pas être impoli, ai-je dit. Elle m'a fait entrer et m'a présenté à tout le monde. La maison était remplie de 2 grands-mères, d'enfants, de tantes, d'oncles, de tout le monde. L'espace d'un instant, j'étais content de ne pas passer la nuit ici. J'ai à peine parlé aux membres de la famille d'Avril, juste assez pour ne pas paraître impoli. Honnêtement, je me sentais comme un insecte observé au microscope. J'ai aperçu mes 2 fils et me suis approché d'eux. « Bonsoir, Oscar », ai-je dit en lui serrant la main. « Je suis ravi de te voir. »« Qui est-ce avec toi » ai-je demandé en regardant le jeune homme à ses côtés. « C'est Marc » a-t-il dit. « Marc, voici mon père, Robert MacDonald » a-t-il ajouté en se tournant vers Marc. « Appelez-moi Rob » ai-je dit en lui serrant la main. J'ai remarqué qu'Oscar était un peu nerveux. « Enchanté. Dites-moi, vous sortez ensemble » ai-je demandé. Je suis peut-être vieux, mais pas stupide. Il était évident qu'il y avait une alchimie entre ces 2 jeunes hommes. Marc et Oscar ont baissé les yeux un instant. « Ce n'est rien, leur ai-je dit. Je veux seulement que mes enfants soient heureux. Prends soin de mon fils, d'accord ?» Ils m'ont regardé, visiblement surpris par ma franchise. Marc a souri et acquiescé. « Je le ferai, Rob, » a-t-il dit. « Je vous le promets. » J'ai serré Oscar dans mes bras et lui ai tapoté le dos. « Je t'aime, fils, » ai-je dit. « Malgré tout, n'oublie jamais ça. » Il a souri en me regardant. « Merci, papa, » a-t-il dit. « Je t'aime aussi. » Je me suis tourné vers mon fils aîné, Kevin, qui était avec une charmante jeune fille. En le regardant, j'ai réalisé qu'il devait avoir environ 6 ans lorsque Karen s'est installée avec Philippe dans notre maison et dans mon lit. « Comment vas-tu » ai-je demandé. Il a souri en me serrant la main. « Très bien, papa, » a-t-il dit. « Je suis content de te voir. » J'ai regardé ma montre. Il reste environ 20 minutes avant le spectacle. « Tu attends quelqu'un » a demandé Kevin. Ses yeux se sont écarquillés lorsqu'il a compris. « Tu vas donner les papiers du divorce à maman » a-t-il demandé. J'ai acquiescé. « Oui, ai-je dit. Écoute, je sais que vous 2 avez gardé le secret de votre mère pendant 20 ans. Je n'aime pas ça, mais je comprends. Je ne demande que 20 minutes. Mais ici, devant toute la famille, a-t-il demandé. Je connais à peine ces gens, ai-je dit. Ils sont peut-être la famille élargie de ta mère, mais ils ne sont pas la mienne. Mais papa, nous faisons aussi partie de leur famille, dit-il. Ils nous ont acceptés et nous avons appris à bien les connaître. Je comprends, dis-je. Seulement 20 minutes, c'est tout ce que je demande. À 18h30 précise, la sonnette retentit alors que tout le monde commençait à s'installer à table. Je regardai Karen. « Je pense que c'est pour toi, dis-je. » Elle me regarda, perplexe, puis se dirigea vers la porte. Elle l'ouvrit et vit un homme en tenue kaki et veste légère. « Madame Karen MacDonald » demanda-t-il. « Oui, c'est moi, » dit-elle. Il lui tendit une enveloppe Kraft et lui demanda de signer. Elle signa à l'endroit indiqué, puis le regarda à nouveau. « Vous avez été assigné en justice, madame, » dit-il. « Bonne journée. » Elle regarda dans l'enveloppe et se mit immédiatement à sangloter. À ce moment-là, tout le monde s'était rassemblé dans le salon. « Comment oses-tu humilier ton épouse ainsi ?» Le jour de Thanksgiving, par-dessus le marché, et devant toute la famille, dit Avril, choqué. Tous les autres me regardaient, déconcertés. «
Aucun d'entre eux ne s'attendait à cela. Comment j'ose l'humilier? Demandai-je avec sarcasme. Non, comment a-t-elle osé m'humilier comme elle l'a fait ces 20 dernières années? Vous pensez que c'est de l'humiliation? Essayez de vous mettre à ma place ces dernières semaines. Qu'en est-il de l'humiliation d'apprendre que mon épouse de plus de 2 décennies partageait l'intimité d'un autre couple? Qu'en est-il de l'humiliation qu'il préparait en exposant sa trahison au monde entier? Je m'arrêtai pour reprendre mon souffle tandis que je sentais ma tension artérielle monter. À cause de ce qu'elle vous a fait, à toi et ton mari, j'ai perdu ma famille, dis-je. J'ai perdu ma dignité, mon honneur, mon travail. J'ai failli perdre la vie. Toute mon existence ces 20 dernières années n'a été qu'un odieux mensonge. Et savez-vous ce qui est le pire dans tout cela? Tout le monde dans cette maison, sauf moi et quelques autres personnes, était au courant. Et aucun d'entre vous n'a levé le petit doigt pour l'arrêter ou me prévenir. Je m'arrêtai pour reprendre mon souffle. À ce moment-là, tout le monde était silencieux. On aurait pu entendre une mouche voler. Et que savez-vous vraiment de votre grand amour, Karen? Demandai-je. Saviez-vous qu'il est responsable d'au moins 6 divorces? Je vis de nombreux visages choqués, y compris celui de Karen. J'ai aussi fait quelques recherches et devinez ce que j'ai trouvé, demandai-je. Internet regorge d'articles sur Philippe, dont plusieurs vous désignent comme sa compagne américaine mariée. Nous savons tout ce que cela signifie. Les photos de vous deux sont très révélatrices. Je ne pense pas vous avoir jamais vue aussi heureuse avec moi. J'ai pris quelques respirations supplémentaires pour maîtriser ma tension. J'ai facilité le divorce, ai-je dit à Karen. J'ai demandé le divorce pour différends irréconciliables, non pour adultère. Je pense avoir été plus que juste. Je te laisse la moitié de nos avoirs en banque. Tu gardes ta retraite et je garde la mienne. La maison est payée, donc elle est à toi. Je ne veux que mes effets personnels. Le reste t'appartient. J'ai accepté une offre d'emploi à Cincinnati et j'y déménagerai après ma rééducation. Je te suggère de trouver un avocat pour examiner les documents avant de les signer. Le numéro de mon avocat est sur la carte. Ne me combats pas là-dessus ou les choses deviendront vraiment désagréables. Je retournerai au centre de rééducation par mes propres moyens. Tu es stupide, dit Amy Lefebvre, la mère d'Avril, âgée de 81 ans. Tu as 2 femmes ici qui t'aiment de tout leur cœur. Ne peux-tu pas mettre ta fierté de côté et les laisser t'aimer? M'aimer? Karen m'a littéralement brisé le cœur. Est-ce ainsi qu'on traite celui qu'on aime? Comme je l'ai dit à Avril, un bon mariage nécessite plus que l'amour. Un bon mariage exige respect, engagement et confiance. Karen n'a manifesté aucune de ces qualités par sa trahison et je refuse d'être un époux complaisant. À ce moment-là, tous avaient baissé les yeux, honteux. J'ai décidé que j'en avais assez dit. Alors j'ai saisi les clés du camion qui pendait près de la porte. Je me suis tourné, m'apprêtant à partir. Au fait, joyeux Thanksgiving, ai-je dit avant de sortir. Je suis monté dans le camion et j'ai pris quelques profondes respirations avant de démarrer le moteur. Une fois certain d'être prêt, j'ai regardé la maison une dernière fois. Au revoir, vieil ami, ai-je dit avant de m'éloigner. Cette maison fut mon foyer pendant plus de 20 ans et c'était la seule que Karen et moi ayons jamais possédée. Nous l'avions achetée au début et avions consacré beaucoup de temps, d'efforts et d'argent pour l'amener à son état actuel. Elle me manquera, mais pas les mauvais souvenirs qu'elle contient désormais. Je suis retourné au centre de rééducation et me suis allongé, les larmes ruisselant sur mes joues. J'ai essuyé mon visage et j'ai juré de ne plus jamais pleurer pour Karen. Ce chapitre de ma vie est maintenant terminé. Le lendemain après le petit déjeuner, j'ai remarqué plusieurs messages sur mon téléphone. 2 d'entre eux venaient de mes fils me condamnant pour avoir humilié leur mère. Quel dommage, ai-je pensé. Ils étaient au courant de son infidélité depuis le début. Je comprenais qu'ils gardaient son secret par loyauté et désir de plaire à leur mère, mais à ce moment-là, je n'étais pas très content d'eux. Karen m'a envoyé un message me demandant d'annuler le divorce. Cela n'arrivera pas, pensais-je. Je répondis non. À mon retour de la thérapie matinale, je vis un jeune couple debout à la porte de ma chambre. « Bonjour », dit la jeune femme. « Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi d'hier, mais je suis Simone et voici mon mari Georges. Je me souvenais vaguement d'eux de la veille. Pouvons-nous entrer et discuter? Bien sûr. Pourquoi pas, dis-je. Désolé, mais hier était une journée plutôt mouvementée. Si je ne me trompe pas,
Vous êtes la fille d'Avril, n'est-ce pas? Oui, dit-elle. C'était une journée assez intense. J'avais 13 ans quand j'ai rencontré tante Karen et vos deux fils pour la première fois. Quand elle et papa sont retournés à Albany, j'ai demandé à maman s'il entretenait une liaison. Elle m'a dit que oui et que vous étiez au courant et l'approuviez. Je n'y croyais pas vraiment à l'époque, mais je n'ai rien dit. Maintenant je comprends que vous n'en saviez rien. Non, dis-je. Je lui ai fait confiance toutes ces années et je n'aurais jamais pensé qu'elle ferait une chose pareille. Je l'ai découvert quand votre mère a apporté ce tableau dans la maison après le décès de votre père. C'est terrible, dit-elle. Je suis vraiment désolé pour vous. Je suis sincèrement navré. Ce qui est fait, dis-je. Je suis désolé d'avoir gâché votre dîner d'anniversaire. Non, ce n'est pas grave, dit-elle. Il était un peu réservé cependant. Tante Karen avait préparé une place pour vous et la chaise vide en disait long. Vous aviez raison sur la plupart de ce que vous avez dit. Nous étions tous au courant et aucun de nous n'a rien fait pour l'arrêter, mais tout le monde n'approuvait pas. N'approuvait pas quoi? Demandai-je. Oh, ne vous méprenez pas, dit-elle. J'aimais mon père, je l'aime toujours, mais je sais qu'il était ce qu'on pourrait appeler un séducteur. Il prenait ce qu'il voulait quand il le voulait. Il aimait ma mère et elle l'aimait, alors ils sont restés ensemble. Et oui, elle avait aussi des amants. Je n'approuvais pas cela, mais je ne pouvais rien y faire. George a vécu quelque chose de similaire et j'ai vu combien cela lui a causé de souffrance. Il lui a fallu beaucoup de temps pour s'en remettre. Au moins, je n'ai pas fini à l'hôpital, dit George. Je souris à cela. Est-il vrai que son infidélité vous a conduit à l'hôpital? Demanda Simone. J'acquiesçai. Oui, dis-je. Cela porte même un nom sophistiqué. C'est très similaire à une crise cardiaque. C'est pour cela que je suis ici. Je suis tellement désolé, dit-elle. Posant sa main sur mon bras, je vis qu'elle était sincèrement compatissante. Ça va, dis-je. Ils me remettent sur pied. Quand ils auront terminé ici, j'irai à Cincinnati. Vous avez fait ce qu'il fallait en divorçant de votre femme, dit George. Et je vous félicite d'avoir détruit ce tableau. Mais à un moment donné, vous devrez pardonner à votre femme pour pouvoir aller de l'avant. Faites-moi confiance sur ce point. Merci, dis-je. Je ne suis pas encore prêt à faire cela. Peut-être après la finalisation du divorce. Karen ne pense toujours pas avoir fait quoi que ce soit de mal. Peut-être changera-t-elle d'avis, dit Simone. Peut-être, dis-je. Mais je ne vais pas rester là à attendre. Nous avons discuté encore une demi-heure avant qu'il ne se lève pour partir. S'il vous plaît, acceptez notre invitation à venir nous voir à Montréal un jour, dit-elle. Peut-être pour les fêtes. Vous serez toujours un invité bienvenu. Merci, Simone, dis-je. J'apprécie beaucoup. Peut-être viendrai-je un jour. George et moi nous sommes serrés la main et Simone m'a embrassé sur la joue avant leur départ. Après ma journée de thérapie et de consultation, j'ai eu une autre visiteuse, Avril. Et elle n'avait pas l'air très contente. S'il te plaît, Avril, dis-je. Si tu viens me dire que je devrais pardonner à Karen et la reprendre, ne perds pas ton souffle. D'accord, dit-elle. Je ne le ferai pas. Je veux juste que tu saches qu'elle souffre autant que toi. Peut-être même plus. De quoi? Demandai-je. Comment est-ce possible? Je pensais qu'elle avait tout ce qu'elle voulait et une nouvelle famille par-dessus le marché. Elle pleure chaque nuit, dit Avril. Elle fait aussi des cauchemars. Des cauchemars où tes parents décédés la jugent pour ce qu'elle a fait. Donc elle a encore une conscience, dis-je. Mais c'est un peu tard, n'est-ce pas? Elle t'aime, dit Avril. Et pour être honnête, moi aussi. Pourquoi ne peux-tu pas nous laisser t'aimer et guérir ton cœur? En réfléchissant à ces paroles, j'ai eu une idée. Tu sais, je viens de réaliser quelque chose, dis-je. Tu ne comprends pas ce que je traverse car tu n'as jamais été dans une relation véritablement engagée. C'est ridicule, dit-elle. J'ai été mariée à Philippe pendant de nombreuses années. Tu étais marié, c'est vrai, dis-je. Mais soyons honnêtes. Aucun de vous n'était fidèle à l'autre. Vous aviez tous les deux des relations en dehors du mariage. Tu ne peux pas comprendre le concept de fidélité car tu ne l'as jamais expérimenté. Tu ne peux pas savoir ce que c'est que d'aimer quelqu'un exclusivement pour ensuite avoir le cœur brisé. Ce serait comme si j'essayais d'expliquer un moteur à réaction à quelqu'un qui n'a jamais vu d'avion. Que suggères-tu? Demanda-t-elle. Je fais simplement une observation, c'est tout,
dis-je. Alors tu vas vraiment divorcer, peu importe ce que cela fait à ton épouse? Demanda-t-elle. Oui, dis-je. Après tout, elle s'est donnée à Philippe pendant 20 ans sans penser à ce que cela me ferait. Ce n'est pas vrai, dit-elle. Karen a souvent dit qu'elle n'a jamais voulu te blesser. Elle ne t'a jamais manqué de respect, et d'ailleurs, Philippe non plus. Peut-être pas avec des mots, mais ils m'ont tous les deux manqué de respect par leurs actions et leurs mensonges, dis-je. C'est donc votre dernier mot? Demanda-t-elle. J'acquiesçai. Presque, dis-je. Elle a transformé notre mariage en une mascarade, m'a humilié, m'a dépouillé de ma dignité et de mon honneur. Je dois rétablir la justice. Quel dommage, dit-elle. J'en suis vraiment navré. Nous aurions pu partager de merveilleux moments d'intimité, tous les trois. Je souris à cette remarque. Je ne doutais point qu'Avril fût douée dans l'art de l'amour. Elle était certainement agréable à regarder. Mais il y avait des principes qu'elle ne pouvait simplement pas comprendre, et j'étais là d'essayer de les lui expliquer. Peut-être qu'un jour, commença-t-elle. Pas avant mon divorce, dis-je. Je suis toujours légalement marié et je suis exclusivement monogame. Avril m'embrassa avant de partir. Vous n'avez pas dit non, dit-elle. Il y a donc de l'espoir. Ma rééducation s'est poursuivie comme prévu et mon état cardiaque est stable, même amélioré. Le fait que Karen et Avril aient finalement décidé de me laisser tranquille pendant un moment y a contribué. Environ 2 semaines après ce terrible Thanksgiving, j'ai reçu un appel de mon avocat un lundi. « Comment vous sentez-vous, Rob ?» demanda-t-il. « Mieux, dis-je. Je reprends des forces. »« Pourquoi? Que se passe-t-il » ? ?»« Eh bien, commença-t-il. Karen souhaite vous rencontrer une dernière fois avant de signer les papiers. »« Conteste-t-elle quelque chose ?» demandai-je. « Non, Rob, elle veut simplement vous parler une dernière fois, dit-il. »« Qu'en pensez-vous » demandai-je. « Que risquez-vous » répondit-il. « Une brève rencontre, vous maintenez votre position, vous la laissez parler. Ensuite, elle signe. »« D'accord, dis-je. Organisons cela. Serait-il possible de faire ça ici, au centre de rééducation ? Je ne vois pas pourquoi pas, dit-il. Je ferai venir un notaire et nous clôturerons cette affaire. Nous avons fixé un rendez-vous 2 jours plus tard dans ma chambre au centre de rééducation et terminé l'appel. J'ai veillé à prévenir les infirmières pour éviter toute interruption. 2 jours plus tard, mon avocat et moi étions assis dans ma chambre lorsque Karen et son avocate sont entrés. Nous nous sommes présentés et je me suis tourné vers Karen, remarquant qu'elle semblait avoir beaucoup pleuré. « Comment tenez-vous le coup, Karen ?» demandai-je. « Qu'en pensez-vous » répondit-elle. « Je vous ai dit que je vous aimerais pour le reste de ma vie, mais apparemment ce n'est pas suffisant pour vous, n'est-ce pas? C'est vous qui avez demandé cette rencontre, dis-je. Alors allons droit au but. » Elle s'assit et me regarda, faisant tourner ses bagues. « Directement au fait alors, dit-elle. Très bien, Rob, je ne veux pas de ce divorce. Je veux que nous réparions ce qui ne va pas, que nous mettions tout cela derrière nous et que nous avancions. Et comment comptez-vous faire cela ? Demandai-je. Avez-vous un dispositif qui peut nous ramener dans le temps, au moment avant notre rencontre avec Philippe Dumonty? Pouvez-vous vous ramener à ce que vous étiez? Ou pensez-vous que je devrais simplement ignorer ce que vous avez fait ces 20 dernières années? Ne soyez pas stupide, Rob, dit-elle. Je t'ai dit que je t'aime toujours. Et je t'aimerai à jamais. N'est-ce pas suffisant? Non, dis-je. Nous en avons déjà parlé. Tu penses que c'était parfaitement normal de me tromper, d'accueillir un autre homme dans notre demeure et dans notre lit conjugal pendant que je risquais ma vie au front, et de faire mentir nos enfants tout ce temps. Comment puis-je te faire confiance à nouveau, croire quoi que ce soit? Tu es devenue experte en mensonges ces 20 dernières années. Rob, je te promets que je ne referai jamais rien de tel, dit-elle. Et devrais-je te croire? Demandai-je. Sérieusement, chaque fois que tu franchiras cette porte, je me demanderai si tu vas retrouver un autre artiste canadien. Chaque fois que tu diras quelque chose, je douterai de sa véracité. Ne m'aimes-tu donc plus? Demanda-t-elle. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, dis-je. C'est pourquoi ta trahison me blesse tant. Crois-moi, ce serait bien plus simple si je te haïssais. Je pourrais simplement partir et tout terminer. Tu ne comprends vraiment pas, n'est-ce pas? Tu as dit que Philippe était un homme bien. Dis-moi, quel genre de personne est responsable de 6 divorces? 7, en comptant le nôtre. Explique-moi, je t'en prie.
Je veux comprendre. Je comprends que tu souffres, dit-elle. Et je sais que c'est ma faute. Mais ne peux-tu pas mettre cela derrière toi et avancer? Tu veux dire faire comme si rien ne s'était passé, c'est ça? Demandai-je. Faire comme si 20 ans de mensonges, de trahison et de duplicité n'avaient jamais existé. Faire comme si tu n'avais jamais amené un autre homme dans notre lit pendant que ma vie était en danger à l'étranger. Peut-être veux-tu que je fasse comme si cette photo n'avait jamais existé. N'y a-t-il rien que je puisse dire ou faire pour te faire changer d'avis? Demanda-t-elle. Je secouai la tête. Non, dis-je. Ce que tu as fait ne peut être défait. Écoute, cela fait monter ma tension à nouveau. S'il te plaît, tu as eu ton entretien, alors signe les papiers et mettons fin à cette mascarade de mariage. Elle baissa la tête, essuyant une larme. Après quelques minutes, elle acquiesça. D'accord, Rob, dit-elle. Tu as gagné. Je vais signer les documents puisque tu es si déterminé à jeter plus de 25 ans de mariage. Je n'ai rien jeté, Karen, dis-je. Tu l'as fait la première fois que tu as partagé la couche de Philippe. Karen essuya une larme, puis prit un stylo et signa les documents. Le notaire que mon avocat avait amené tamponna et signa les documents. Mon avocat rassembla les documents et les mit dans sa mallette. Je les déposerai au tribunal aujourd'hui, dit-il. Vous recevrez le jugement définitif dans quelques mois. Merci, dis-je. Je me tournai vers Karen. Quand ma rééducation sera terminée, je viendrai chercher le reste de mes affaires. Je ne veux pas grand-chose, juste mes vêtements, mes outils et mon matériel électronique. Je t'appellerai pour prendre les dispositions nécessaires. D'accord, dit-elle. Veux-tu mes bagues? Je secouai la tête. Non, dis-je. Je te les ai offertes. Fais-en ce que tu veux. Je suis tellement désolé, Rob, dit-elle. Je t'aime toujours et je t'aimerai pour toujours. Je t'en prie, crois-moi. J'acquiesçai sans dire un mot. Elle quitta la pièce en larmes. Je signai les documents donnant procuration à mon avocat pour gérer les comptes bancaires et autres documents juridiques concernant la maison. Après environ 3 semaines, je sortis de rééducation. Entre-temps, mon avocat m'avait remis un chèque représentant la moitié de nos comptes bancaires. Les médecins et conseillers me donnèrent leurs instructions, qui se résumaient essentiellement à bien manger, faire de l'exercice et maintenir un niveau de stress bas. J'appelai Kirk pour l'informer que je serais bientôt à Cincinnati, et il me donna l'adresse de l'appartement que l'entreprise m'avait attribué. Après avoir appelé Karen, je montai dans mon pick-up, louai une petite remorque U-Haul et rentrai chez moi. Karen répondit après que j'eus sonné et me fit entrer. Elle semblait avoir vieilli de 10 ans depuis la dernière fois que je l'avais vue. J'entrai pour découvrir qu'elle et Avril avaient déjà emballé mes vêtements et appareils électroniques. Un grand téléviseur était posé à côté des cartons. Je vérifiai les cartons et constatai que tout était soigneusement plié et emballé. Elle m'avait même donné de la vaisselle, des casseroles et des poêles pour mon nouvel appartement, et Karen avait emballé quelques photos de nos enfants. Nous voulions nous assurer que tu aies tout ce dont tu as besoin pour ton nouveau logement, dit Karen. Je la remerciai pour cela. Je chargeai tout et fus surpris quand elle me tendirent une glacière remplie de nourriture et de boissons. À quoi cela sert-il? Demandai-je. Je voulais que tu aies assez de provisions pour le voyage, dit Karen, les larmes aux yeux. Je posai la glacière et ouvris mes bras pour l'étreindre. Elle se jeta dans mes bras et me serra fort en sanglotant. Oh mon Dieu, Rob, pleura-t-elle. Je suis tellement désolé. Je t'aimerai toujours. Je la serrai fort, me rappelant la dernière fois que nous nous étions enlacés ainsi en tant que mari et femme. Je t'aimerai toujours aussi, dis-je. C'était vrai. Même si elle m'avait profondément blessé, je savais que j'aurais toujours des sentiments pour elle. Avril s'approcha de nous et nous enlaça tous les deux en pleurant. Nous restâmes ainsi pendant plusieurs minutes. Je rompis l'étreinte et les regardai, retenant mes larmes. Je ferais mieux d'y aller, dis-je. D'accord, Rob, dit Karen. S'il te plaît, préviens-nous quand tu seras arrivé et n'oublie pas que nous t'aimons. Je souris et acquiesçai. J'appellerai quand je serai arrivé, dis-je. Je partis et les vis debout dans la cour, me faisant signe de la main tandis que je m'éloignais. Je suis arrivé à mon nouveau logement à Cincinnati, j'ai déballé mes affaires et rendu la remorque. J'ai appelé Karen pour lui donner ma nouvelle adresse. Elle a terminé l'appel en disant qu'elle m'aimait toutes les deux. Je me suis installé dans mon nouvel appartement et j'ai regardé autour de moi.
J'ai toujours adoré Albany, mais je suis tombé amoureux de Cincinnati. Kirk, conscient de ma situation personnelle, m'a invité à passer Thanksgiving avec sa famille et j'ai accepté son invitation avec gratitude. Noël approchait et je savais que ce serait une période difficile. Noël a toujours été un moment spécial pour notre famille et c'était étrange et solitaire de n'avoir personne avec qui le célébrer. J'ai décidé de faire du bénévolat dans un refuge pour sans-abri pendant les fêtes, pensant que cela m'aiderait à oublier ma solitude. En servant de la nourriture et en parlant aux familles sans-abri, je me suis souvenu des paroles de mon grand-père. Je me plaignais de ne pas avoir de chaussures jusqu'à ce que je rencontre un homme qui n'avait pas de jambes. Cela s'appliquait parfaitement ici. J'ai été surpris de recevoir une carte de Noël de mes fils, mais encore plus surpris d'en recevoir une de Karen et Avril. Elle disait « Nous t'aimons et tu nous manques énormément ». Au début, je me suis senti mal de n'avoir rien envoyé à personne. J'ai appelé mes fils qui m'ont dit que Karen et Avril étaient à Montréal. J'ai appelé Simone et Georges et leur ai parlé, puis j'ai parlé à Karen et Avril. « Nous t'aimons, Rob », ont-elles dit quand j'ai terminé l'appel. Je me suis plongé dans le travail et les trouvais très thérapeutiques. J'avais des nouvelles de Karen périodiquement et elle terminait toujours l'appel en disant qu'elle m'aimait. Mi-janvier, curieux de savoir comment s'était passée leur exposition, j'ai fait une recherche. Les critiques que j'ai lues étaient mitigées, la plupart des critiques la qualifiant d'ennuyeuse. Quelque chose me disait qu'Avril ne l'avait pas trop appréciée. Fin avril, j'ai reçu le jugement définitif de divorce. Félicitations, avait écrit mon avocat sur le post-it. Vous êtes un homme libre. Youpi, ai-je pensé sarcastiquement en ouvrant ma bière. Ma vie se résumait au travail et à un studio. Malgré les efforts de Kirk, je n'étais pas prêt pour les rencontres ou les sorties fréquentes. Les appels de Karen et Avril ont également cessé, ce que j'ai vraiment apprécié. Un jeudi de mi-août, presque un an après qu'Avril soit apparu sur mon seuil avec ce portrait intime de Karen, j'ai reçu un appel affolé de Kevin. « Papa, dit-il, tu dois retourner à Albany. »« Pourquoi? Que s'est-il passé ?» ai-je demandé. « C'est maman, papa, dit-il. Elle est à l'hôpital et les médecins ne pensent pas qu'elle tiendra jusqu'au week-end. »« Quoi? Ai-je demandé. Que s'est-il passé? » On lui a diagnostiqué un cancer très agressif il y a quelques mois, a dit Kevin. Ils ont tout essayé, mais rien n'a fonctionné. Elle te demande, papa, elle veut te voir avant de partir. Je l'ai remercié de m'avoir prévenu et j'ai appelé Kirk, qui m'a accordé un congé en disant qu'il s'occuperait des formalités avec les RH. J'ai mis quelques affaires dans mon pick-up et je suis parti. À mon arrivée à l'hôpital, j'ai vu Kevin et Oscar dehors. Ils m'ont conduit à la chambre de leur mère. « Merci d'être venu, papa », a dit Oscar. « Avril est avec elle, mais elle ne cesse de te réclamer. »« Je vous en prie, mon fils, » ai-je dit. « Que disent les médecins? Ils disent qu'il lui reste peut-être quelques heures, pas plus, » a répondu Oscar. « Elle est consciente maintenant, mais plus pour longtemps. » En approchant de la chambre, j'ai été bouleversé. La femme magnifique que j'avais vue il y a un an à peine avait disparu. Elle semblait épuisée et défaite, ses yeux étaient rougis et creusés. Elle avait perdu presque tous ses cheveux et portait un turban gris. Elle a levé les yeux à mon entrée. « Rob, a-t-elle demandé faiblement, est-ce vraiment toi? Tu es venu me voir? Bien sûr, Karen, ai-je dit en m'asseyant près d'elle. J'ai remarqué qu'elle portait toujours son alliance et sa bague de fiançailles. Elle m'a tendu la main, les yeux embués. Je l'ai serrée dans mes bras autant que son état le permettait. « Oh, Rob » a-t-elle sangloté, les larmes ruisselant sur ses joues. « Je suis tellement désolé pour ce que j'ai fait. J'ai eu tort et je t'ai fait beaucoup de mal. Peux-tu me pardonner? » Je me suis souvenu de ce que Georges m'avait dit l'année dernière et j'ai réalisé que c'était la première fois qu'elle reconnaissait sa culpabilité. Je savais que je devais lui pardonner, même si c'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. « Regarde, je porte toujours mon alliance. Je t'avais dit que je t'aimerais pour le reste de ma vie. Je t'aime, Karen, ai-je dit, les yeux humides. Et je te pardonne. » Elle s'est mise à pleurer et j'ai pleuré avec elle. Avril a sorti un mouchoir et a essuyé ses yeux. Karen a pris la main d'Avril et l'a placée dans la mienne. « S'il te plaît, Rob, promets-moi que tu laisseras Avril guérir ton cœur, » a-t-elle supplié. J'ai regardé Avril, qui a souri et acquiescé. « C'est bien. Nous ne sommes plus mariés, » a dit doucement Karen. J'ai hoché la tête. «
D'accord, ai-je dit. Je promets. Karen a esquissé un faible sourire avant de se tourner vers Avril. S'il te plaît, Avril, a-t-elle dit. Prends soin de mon mari mieux que je ne l'ai fait. Le feras-tu pour moi? Avril a essuyé une larme avant de répondre. Je le ferai, Karen, a-t-elle dit. Je te le promets. Nous nous sommes tous enlacés et avons versé des larmes, et je pouvais entendre les garçons sangloter en nous regardant. C'est un homme fidèle qui n'aime pas partager, a dit Karen à Avril. Avril a souri en me regardant. J'ai entendu, dit-elle. Peut-être qu'il m'apprendra quelque chose sur la loyauté et le dévouement. Karen sourit pendant quelques secondes. Son sourire s'effaça et son regard devint vitreux. J'entendis le changement dans sa respiration et je savais qu'elle ne tiendrait plus longtemps. Je me penchai vers son oreille. « C'est bon, Karen, dis-je. Nous t'aimons. » Elle prit encore quelques respirations et tomba dans le silence. Je regardai et vis que ses yeux étaient complètement écarquillés. Les alarmes retentirent alors que les moniteurs affichaient une ligne plate et la chambre se remplit rapidement de personnel médical qui l'examina avant de déclarer son décès. Avril, les garçons et moi nous sommes rassemblés dans le coin de la chambre et avons pleuré sa disparition. Bientôt, son corps fut emmené de la chambre. Le médecin s'approcha de nous. « Je suis désolé pour votre perte, dit-il. Je comprends que Madame McDonald souhaitait faire don de son corps pour la recherche sur le cancer. L'hôpital s'occupera de toutes les formalités pour son transfert. » Nous l'avons remercié et avons quitté la chambre, encore sous le choc. Nous sommes retournés à la maison où Karen et moi avions vécu et nous nous sommes assis dans le salon pour boire un café. Je n'aurais jamais pensé revenir dans cet endroit. « Que s'est-il passé ?» ai-je demandé. « Karen est devenue très déprimée après ton départ, » dit Avril. « J'ai fait tout ce que je pouvais, mais rien n'a aidé. Nous sommes allés à Montréal pour les fêtes, mais cela n'a pas aidé non plus. Elle s'est plongée dans l'exposition, mais est devenue encore plus déprimée quand cela ne s'est pas passé aussi bien que nous l'espérions. Les seuls moments où elle était heureuse, c'était quand elle te parlait. Fréquentait-elle quelqu'un ? ai-je demandé. Avril secoua la tête. Non, dit-elle. Elle a refusé, bien que je le lui ai suggéré plusieurs fois. Environ un mois avant le divorce final, elle a commencé à tomber malade. Je lui ai suggéré d'aller voir le médecin, mais elle a refusé. Elle n'y est allée que lorsqu'elle était trop malade pour travailler. À ce moment-là, c'était trop tard. On lui a diagnostiqué un cancer très agressif. Ils ont essayé la chimiothérapie et la radiothérapie, mais c'était trop tard. Merde, dis-je. Elle aurait dû me dire quelque chose. Il n'y avait rien que tu aurais pu faire, Rob, dit Avril. Ils ont parlé de chirurgie, mais à ce moment-là, le cancer s'était répandu dans tout son corps. La seule chose qu'il pouvait faire était de minimiser sa douleur. Qu'en est-il du don de son corps pour la recherche ? ai-je demandé. Elle a pris cette décision quand elle a réalisé qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps, dit Kevin. Elle en a discuté avec nous et a dit que c'est ce qu'elle voulait faire. Elle ne voulait pas que sa mort soit un fardeau pour la famille et pensait que cela pourrait aider quelqu'un dans sa situation. Êtes-vous d'accord avec cela ? ai-je demandé. Ils ont hoché la tête. C'est ce qu'elle voulait, dit Oscar. Je soutiens sa décision. J'ai acquiescé. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir ? ai-je demandé. Karen t'a restitué la maison, dit Avril. Elle t'a également tout légué dans son testament. À moi ? ai-je demandé. Elle hocha la tête. Oui, dit Avril. Dans son esprit, tu étais toujours son époux, même après le divorce. Elle ouvrit un tiroir de la table basse, en sortit une enveloppe et me la tendit. Elle a écrit ceci pour toi peu avant son dernier séjour à l'hôpital. J'ai ouvert l'enveloppe et en ai sorti une feuille portant une note manuscrite de Karen. Mon cher Rob, commençait la lettre. Si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus de ce monde. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à tout ce que tu as dit l'année dernière, et j'en suis venu à la conclusion que tu avais raison et que j'avais tort sur toute la ligne. Tout d'abord, je n'aurais jamais dû me confier à Philippe comme je l'ai fait. J'aurais dû te faire confiance en premier, pas à lui. Mais je ne l'ai pas fait. J'ignore encore pourquoi et je n'ai jamais trouvé comment l'expliquer d'une manière que tu puisses comprendre ou accepter. Et je n'aurais jamais dû l'inviter dans notre foyer et dans notre lit conjugal. Je comprends maintenant que c'était totalement inadmissible. À présent, je mesure les conséquences de mes actes envers toi, y compris sur ta relation avec nos enfants. Et oui, ce sont nos enfants.
Je comprends que je t'ai trahi et brisé le cœur. Les mots me manquent pour exprimer pleinement mes regrets pour tout ce que j'ai fait. J'avais promis de t'aimer jusqu'à mon dernier souffle, et j'ai au moins tenu cette promesse. J'espère seulement que tu pourras trouver dans ton cœur le pardon pour tout ce que j'ai fait. Je t'ai rendu la maison et j'ai décidé de faire don de mon corps à la science médicale. Je l'ai fait pour 2 raisons. Premièrement, je ne veux pas que ma mort soit un fardeau pour toi. Deuxièmement, j'espère qu'ils pourront trouver un remède à ce cancer afin que personne d'autre ne souffre comme j'ai souffert ces derniers mois. Je souhaite aussi que tu trouves l'amour auprès d'une autre femme qui saura t'aimer comme tu le mérites. Avril éprouve des sentiments profonds pour toi et j'espère sincèrement que cela fonctionnera entre vous. Je suis vraiment fatigué, je dois donc m'arrêter là. Mais s'il te plaît, souviens-toi, Rob, que je t'aime véritablement de tout mon cœur. Et je suis désolé pour toute la peine et la souffrance que je t'ai causée. Elle signa la lettre. Ton épouse aimante, Karen. J'ai plié la note et l'ai remise dans l'enveloppe. J'ai regardé Avril qui essuyait des larmes de ses yeux. As-tu lu ceci ? Lui ai-je demandé. Elle secoua la tête. Non, dit-elle. Je sais qu'elle voulait exprimer ses regrets. Elle se sentait coupable pour les derniers mois de ma vie. Elle était vraiment sérieuse à propos de nous deux. J'ai demandé. Elle a acquiescé. Oui, a-t-elle dit. Elle était très sérieuse. Que penses-tu de cela ? Ai-je demandé. J'aimerais essayer, a-t-elle dit. Nous avons tous les deux beaucoup perdu. Peut-être qu'ensemble, nous pourrions apaiser la douleur l'un de l'autre. Elle avait raison. J'ai considéré la possibilité d'une relation potentielle avec Avril. Elle était très belle et cela faisait environ 1 an que je n'avais pas été avec une femme. J'ai également réalisé que j'avais maintenant l'opportunité de partager des moments intimes avec l'épouse de l'homme qui m'avait pris Karen. Une justice poétique, peut-être. J'ai regardé Avril avant de parler. J'ai une question et une condition, ai-je dit. À propos de ? A-t-elle demandé. Et que veux-tu demander ? Je suis exclusivement monogame, ai-je dit. Je n'avais jamais été avec une femme avant Karen et je n'avais jamais été avec une autre femme. Jamais. Je ne suis pas enclin au partage. Peux-tu vivre avec ça ? Elle a souri et acquiescé. Oui, a-t-elle dit. Je peux totalement vivre avec ça. Karen et moi en avons aussi parlé. J'ai promis que si nous sommes ensemble, je te resterai fidèle. Eh bien, j'ai alors une condition, ai-je dit. Laquelle ? A-t-elle demandé. Nous remplacerons le lit dans la chambre principale, ai-je dit. Mars 2020. Je viens de finir de remplir mes impôts pour l'année et j'ai examiné de plus près mes finances. Les 6 dernières années et demie ont été plutôt passionnantes, c'est le moins qu'on puisse dire. Après avoir expliqué la situation, Kirk a pu organiser pour que je travaille à distance 3 semaines par mois depuis ma maison à Albany. Je devais passer 1 semaine par mois au siège de l'entreprise pour travailler avec les designers de mes équipes. Avril a tenu sa promesse et a même vécu avec moi dans mon studio à Cincinnati pendant les semaines où je devais y être. Après ce que j'ai vécu avec Karen, j'ai adopté la vieille règle, faire confiance mais vérifier. Avril comprenait mes raisons et a fait de son mieux pour gagner ma confiance. Au cours des dernières années, elle a fait bien plus que simplement m'aimer. Pour guérir la douleur de la trahison de Karen, elle est devenue mon âme sœur. Sa famille a approuvé notre relation et m'a accepté comme le compagnon d'Avril. Même ses enfants ont commencé à m'appeler Papa Rob et considérer mes 2 fils comme leurs demi-frères. Nous avons passé de nombreuses vacances à Montréal avec notre famille et ils sont venus à Albany pour passer les fêtes avec nous. Ils ont eu l'intelligence de ne pas mentionner le sujet de Karen et Philippe, du moins en ma présence. Avril m'a non seulement appris à l'aimer, elle m'a aussi appris assez de français pour avoir une conversation intelligente. Assis là à examiner mes finances, je me suis souvenu avoir dit un jour à Karen que je souhaitais prendre ma retraite à 60 ans pour l'emmener faire une croisière autour du monde. En regardant mon portefeuille, j'ai réalisé que je pouvais le faire maintenant et, après analyse, j'ai constaté que j'avais largement assez non seulement pour profiter de cette croisière mais aussi pour vivre confortablement le reste de ma vie. Je n'avais simplement plus d'épouse avec qui partager tout cela. Du moins, pas encore. Je contemplais une petite boîte posée sur ma table, me demandant si je prenais la bonne décision. Comment cela affecterait-il mon travail ? Accepterait-elle ma demande ? Après réflexion, j'ai réalisé que je suranalysais la situation et j'ai décidé de laisser les choses suivre leur cours. Au diable les hésitations,
me suis-je dit. Il est temps d'arrêter d'analyser et de commencer à vivre. J'ai glissé la boîte dans ma poche et pris un seau contenant une bouteille de champagne que j'avais achetée plus tôt, ainsi que 2 verres. C'est l'heure du spectacle, me suis-je dit en montant les escaliers. Le cri de joie d'Avril lorsque je lui ai présenté la bague fut une mélodie à mes oreilles. Fin. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de nous soutenir en appuyant sur le bouton « J'aime » et de partager vos impressions sur l'histoire dans les commentaires.